Bien. Alors, on a vu cette distinction continuant et occurrent, qui était belle et claire, j'espère maintenant dans l'ensemble. On a vu plein de différentes manières, différents critères de distinction entre ces deux catégories très générales d'entités. Un conseil en passant, c'est que quand vous travaillez sur différents sujets, c'est très utile de vous demander de quel côté ça tombe. Okay. On a fait un séminaire l'année dernière sur les émotions. On en a parlé à l'occasion de la question de Vladimir tout à l'heure. Est-ce que les émotions, c'est des continuants ou des occurrents? Est-ce que les sentiments, c'est des continuants ou des occurrents? On peut avoir envie de dire des émotions, il y a différentes phases, mais un sentiment, peut-être que c'est plutôt un état, etc. Donc ces catégories-là, qu'on utilise là, elles sont très utiles quand vous développez ensuite différentes études scientifiques. Donc, je dis ça pour raccrocher ceux d'entre vous qui se disent « mais la métaphysique, à quoi ça sert ?» Dans tous les domaines, si vous êtes intéressé par la philosophie politique, un état, c'est quoi? Un occurrent, un continuant, une révolution, c'est quoi? Un occurrent, un continuant, ça vous aide à bien ranger les choses, d'accord, à bien les définir. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais au moins ça évite un certain nombre de confusions. Je ferme cette petite parenthèse publicitaire pour revenir maintenant à essayer de compléter la distinction qu'on a faite jusqu'à maintenant. On a commencé simple et puis on va voir maintenant qu'il faut un petit peu étoffer notre distinction. Donc est-ce qu'elle est exhaustive? On peut penser au départ que la distinction recoupe toutes les entités qui existent dans le temps, mais certains ont dit non, en réalité, ce dont vous avez parlé, ce que vous avez appelé les occurrences, ça correspond juste à ce qu'on appelle plus prosaïquement des processus qui se déroulent dans le temps, comme des vers spatio-temporels, et c'est bien le cas des matchs de foot, des procès, des cours, etc., de nos vies. Mais il y a d'autres entités qui existent dans le temps. Il y a les événements qui se produisent à un certain moment, et puis il y a les états qui durent. Vous voyez juste la manière dont on en parle. On dit que les processus se déroulent, mais on dit qu'un état, ça dure. Et on dit qu'un événement, ça se produit à un certain moment. Et un certain nombre de recherches en linguistique et en philosophie ont dit il faut faire de la place maintenant à ces deux autres catégories temporelles dont vous n'avez pas parlé jusqu'à maintenant. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut rendre compte de ces deux autres catégories d'entités qui existent dans le temps et qui ne tombent pas évidemment d'un côté ou de l'autre des choses qu'on a, de la distinction qu'on a introduite entre occurrents et continuants pour les raisons que je vais vous présenter maintenant. Alors, on introduit un petit peu de terminologie encore ici. On va appeler des épisodes les entités temporelles qui incluent les processus, les événements et les états. Okay. On n'a pas encore défini, caractérisé événements et états, mais on va caractériser, appeler tout ça des épisodes. On ne sait pas en quoi ils consistent métaphysiquement, mais il y a une caractéristique extrinsèque commune à ces différentes entités, c'est qu'en général, elles sont exprimées par des verbes. D'accord ? Dans le langage, on utilise des verbes pour décrire ça. Tandis que les substances, en général, on n'utilise pas des verbes pour les exprimer, mais des noms. D'accord ? Ce que je veux suggérer maintenant, c'est que cette catégorie des épisodes, elle est plus large que la catégorie des occurrents, autrement dit des perdurants, qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et cette considération, elle est née notamment d'un article influent de Zeno Wendler en 1957, qui s'intéresse à Aristote, qui s'intéresse au langage et qui dit il faut préciser un peu la valeur sémantique des verbes. Les verbes réfèrent à plusieurs choses. Les processus dont on a parlé jusqu'ici, autrement dit, les occurrents ou les perdurants, c'est une chose, mais il y a tout un tas de verbes ou d'expressions verbales qui ne réfèrent pas à ces choses, ou qui n'expriment pas, parce qu'on ne dit pas référer pour un verbe, qui n'ont pas pour valeur sémantique des processus. Voici la classification de Wendler. Il part des verbes dans le langage. Vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'on parle du langage pour faire de la métaphysique. Vous avez tout ce qu'on appelle parfois la métaphysique descriptive, toute une partie de la métaphysique qui se fait à partir de la façon dont on parle des choses et on se dit qu'est-ce qu'on présuppose au sujet du monde quand on parle d'une certaine manière.
Donc, la manière dont on parle suppose qu'on fasse un certain nombre de découpages, et on essaye de mettre le doigt sur les découpages qu'on fait quand on parle ordinairement. Donc ici, il y a une convergence des recherches en métaphysique et en linguistique sur ces questions-là. Et cet article de Wendler en est un très bel exemple. Donc il part des verbes, et la question fondamentale que se pose Wendler, et qui se pose peut-être un peu mieux en anglais qu'en français, mais en tout cas ça a eu un impact considérable, c'est de se dire, est-ce que les verbes en question peuvent être mis au présent continu ou au présent progressif? Is effing. Il y a certains verbes qui marchent bien. Si vous dites Julie est en train de courir, Julie is running, ça marche bien. Par contre, il y a des verbes qui ne marchent pas bien avec le présent continu. Un exemple de verbe qui ne marche pas bien avec le présent continu, c'est typiquement savoir. Julie is knowing, blablabla. Non, on dit Julie knows. Julie est en train de savoir que... on voit que ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, pour les anglophones, tout de suite, ils froncent le sourcil. D'accord ? Là, il y a un test, il y a peut-être un problème linguistique si on n'est pas anglophone pur et dur. L'intuition est moins facile à attraper. Mais en tout cas, pour les anglophones, c'est très clair. Et il me semble que pour nous aussi, en français, dire on est en train de savoir, on est en train de connaître, ça ne marche pas bien. Donc ça, c'est le test central de Wendler, le test du présent continu. Oui. On ne peut pas dire qu'on est en train de gagner une course? Oui, on va y revenir tout de suite. Parce que vous avez anticipé, vous êtes là. Ouais, c'est ça. Okay. J'y viens tout de suite. On se pose pour l'instant cette question-là. Okay. Et puis, Wendler est bien conscient qu'il y a des cas limites et des problèmes avec ce test. Mais en tout cas, c'est le test, l'idée de départ. Et il dit, en gros, on va avoir deux groupes de verbes. Il y a ceux qui posent aucun problème quand on les met au présent continu et ceux qui posent un problème quand on les met au présent continu. Et puis, il va dire, du côté des verbes qui ne posent pas de problème, donc qui se mettent facilement au présent continu, je vais distinguer deux choses. Ça, je vous le mentionne parce que c'est resté quelque chose de très ancré dans les travaux à la fois linguistiques et de métaphysique descriptive. En philo de l'action, notamment, si vous étudiez la philo de l'action avec le professeur Chevary-Cossette, avec Robin Bianchi qui n'est pas là ce semestre, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Vous avez les activités ou les processus qui sont comme être en train de nager, être en train de dessiner, être en train de réfléchir. Okay. Ça, je représente ça par une ligne comme ça ici. La ligne, c'est l'activité dans le temps et vous n'avez pas de limites qui sont spécifiées. On ne sait pas, quand on dit on est en train de nager, on n'a pas dit quand est-ce qu'on a commencé à nager, ni quand est-ce qu'on va finir de nager. Okay. Vous pouvez être en train de nager, peut-être que vous nagerez toute votre vie, peut-être que vous avez toujours nagé, vraisemblablement vous avez commencé à un moment, puis vous arrêterez à un autre moment, mais quand vous dites que vous êtes en train de nager, vous ne parlez pas du début et de la fin. Okay. Donc ça, c'est les activités. Il s'intéresse au verbe d'action, Wendler, mais si on généralise, on parle de processus parce que la pierre peut être en train de tomber. Okay. Ensuite, du côté des verbes qui se mettent au présent continu, vous pouvez utiliser les mêmes verbes et dire avoir nagé 2 km, dessiner un cercle ou avoir lu un roman. Qu'est-ce que veut dire Wendler là? Ce que veut dire Wendler sur ces choses-là, c'est que ces activités-là, elles ont forcément, quand vous en parlez, un début et une fin. Hein? Si vous avez nagé 2 km, il y a un moment où vous avez commencé et il y a un moment où vous avez fini. Ça, c'est 2 km. Vous voyez la différence entre avoir nagé 2 km et être en train de nager. Okay. Nager 2 km, il y a le début, il y a la fin. Dessiner un cercle, il y a le début puis il y a la fin de votre dessin du cercle, hein, quand vous avez terminé. Puis avoir lu un roman, c'est pareil, il y a le début et la fin. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits tirets ici, c'est pour marquer la frontière temporelle du début, la frontière temporelle de la fin. Ça, c'est ce qu'il appelle des accomplissements. Commencez un moment, finissez un moment, gravir le Mont Blanc, vous commencez, vous arrivez en haut. Bien, ça c'est les premières catégories, deux premières catégories de Wendler, celles qui se mettent facilement au présent continu. Et puis, Wendler dit, il y a d'autres choses, d'autres verbes qui se mettent plus difficilement au présent continu ou parfois impossiblement. Les premiers correspondent à nos états. Et les exemples qu'il donne, c'est avoir un vélo. Okay. C'est difficile de dire que vous êtes en train d'avoir un vélo. Est-ce que vous êtes en train d'avoir un vélo, Vladimir? Vous êtes en train de l'avoir, cet ordinateur? Non, vous l'avez, d'accord? Vous le possédez.
vous êtes en train de le posséder, ça paraît aussi bizarre. Savoir, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que vous êtes en train de savoir que l'identité est une relation réflexive, ce que vous savez tous maintenant, vous êtes en train de le savoir? Ça paraît bizarre de dire ça. Okay, donc on fait des tests linguistiques comme ça, puis ça nous dit que, d'après Wendler, on est dans la catégorie des états. Et puis on a encore aimé, Julie, des états affectifs cette fois, qui correspondent plutôt à des sentiments qu'à des émotions, où on estime que le présent continu ne marche pas. Alors qu'est-ce que veut dire Wendler sur ces choses-là? Ça c'est juste un petit test linguistique, mais qu'est-ce que veut dire Wendler là-dessus? L'idée c'est que les états c'est des continuants. Mais c'est des continuants qui ne sont pas des substances. Donc il y a des substances qui sont pleinement présentes à chaque moment de leur existence, et puis on a des états qui sont aussi pleinement présents à chaque moment de leur existence. Donc votre connaissance du français, elle était pleinement présente au début de cette séance, elle était pleinement présente à la séance précédente, elle est pleinement présente maintenant. Ce n'est pas une substance, votre connaissance du français, mais elle n'a pas de partie temporelle. Ça, c'est la proposition de Wendler. De la même façon, pour le fait que vous possédiez l'ordinateur ou le stylo que vous avez maintenant dans vos mains, ça n'a pas de partie temporelle. Et puis, dernière chose qui va répondre à votre question, j'espère, il y a ce que Wendler appelle des achèvements, ce qu'on appelle parfois des événements. Ça, c'est ce qui correspond à des entités. Non, ça ne va pas répondre encore à votre question, il faut que j'y revienne après. C'est ce qui correspond à des entités instantanées. Okay, il y a des entités, d'après Wendler, qu'on conçoit comme ayant lieu à un seul moment dans le temps. Donc elles ne persistent pas à travers le temps, ces entités-là. C'est pour ça que j'ai fait juste un petit segment vertical. Pendant combien de temps est-ce que Arnaud a gagné la course? Il y a un moment où on a gagné la course. Okay. Là, à telle heure précise, il a franchi la ligne, c'est là où il a gagné la course. Si vous faites une promesse, que vous donnez un ordre, ce qu'on appelle les actes sociaux ou les actes de langage, souvent on considère ces actes comme des actes instantanés. Okay. Pour vous promettre que je vous amène des bonbons la prochaine fois, en général, cette promesse, on considère ça comme un instant. Acheter un vélo, on considère ça aussi comme un acte instantané. Et le plus clair, c'est commencer à nager, arrêter de nager. Okay. Pendant combien de temps a-t-il commencé à nager? Pendant combien de temps a-t-il arrêté de nager? Ça paraît bizarre. Donc commencer, arrêter, les débuts et les fins, ça c'est des choses qui sont instantanées. Maintenant, la question que vous posiez, vous disiez tout à l'heure, on peut être en train de commencer à nager. On peut être en train d'atteindre le sommet de la montagne. Okay. Et ça c'est quelque chose, c'est des formes qui ont intéressé beaucoup les linguistes. Et une solution pour ça, c'est de dire que quand vous dites « je suis en train d'atteindre le sommet de la montagne », peut-être il faut dessiner ça pour reprendre le petit schéma comme ça, en disant ce que vous capturez, c'est une activité plus, peut-être faudrait plus un point de référence dans le futur où cette activité va se terminer. Okay, donc vous ne prenez pas juste arriver au sommet, mais vous prenez une activité plus la fin probable de l'activité. Hein. Ça ne résout pas, loin de là, toutes les questions linguistiques, mais ce sur quoi je vais attirer votre attention ici, c'est que vous avez ces deux catégories qui nous intéressent de manière plus spécifique ici, les états, et quand on va parler dans la seconde moitié de ce cours des propriétés, très vraisemblablement les propriétés sont des états, être rouge, être rond, c'est une proposition plausible de considérer les propriétés comme des états des choses, même si c'est aussi une proposition controversée, mais en tout cas, à première vue, il y a quelque chose de très proche. Et puis, ce que Wendler appelle les achèvements, qu'on appelle parfois les événements, des entités instantanées comme commencer et arrêter. Alors, pour revenir maintenant à nos catégorisations bien aimées, vous voyez que les activités et les accomplissements, ça rentre du côté de ce qu'on appelle les occurrents ou les perdurants. Et puis maintenant, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on catégorise ces deux autres choses, les états et les événements? Ah, l'erreur du jour. J'aurais voulu qu'elle arrive avant la pause. Ben, je vous l'ai déjà faite, mais c'est bien d'enfoncer le clou. Qui consiste à nier l'antécédent. Donc si vous avez un conditionnel, si P alors Q, vous dites « Ah, alors or non P », et donc vous concluez vaillamment et fièrement « donc non Q ».
Ça, il ne faut pas le faire. C'est très très mal. Pourquoi c'est très mal? Si Julie a étudié à Neuchâtel, elle est bonne philosophe. Ça, c'est notre conditionnel. Or, Julie n'a pas étudié à Neuchâtel, donc Julie n'est pas bonne philosophe. C'est pas forcément vrai. Il y a quelques autres rares endroits dans le monde où on peut aussi faire des études de philosophie aussi bonnes qu'à Neuchâtel. D'accord? Donc, tout ce que vous dit la chose ici, c'est que si vous étudiez à Neuchâtel, vous serez bon philosophe. Mais ça ne vous dit pas que si vous n'étudiez pas à Neuchâtel, vous serez mauvais, vous ne serez pas bon philosophe. D'accord? Donc, attention à ne pas nier l'antécédent. Ce que vous pouvez faire, souvenez-vous, c'est que vous pouvez nier le conséquent. Vous pouvez dire, si Julie a étudié à Neuchâtel, alors elle est bonne philosophe. Or, Julie n'est pas bonne philosophe non plus. Donc, si Julie n'est pas bonne philosophe, vous pouvez en conclure qu'elle n'a pas étudié à Neuchâtel. D'accord? Dans ce sens-là, ça marche. Je vous renvoie à ce qu'on a vu la séance, pas précédente, mais celle d'avant, sur le conditionnel. Bien, je regarde juste. J'ai pris ma montre. Okay. Donc, les événements, les choses instantanées. Commencer, trouver, s'arrêter, les collisions, arriver, atteindre, quitter un lieu, traverser une frontière, gagner une course, perdre un objet, promettre, ordonner, toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent dans le temps. On peut dire à quel moment est-ce qu'on a fait ça, ou à quel moment est-ce que ça a eu lieu, mais ce n'est pas un occurrent, et ce n'est pas un continuant pour la bonne raison que ça ne persiste pas. Qu'est-ce que c'est? Je vous dis juste ça parce qu'on y reviendra quand on parlera, je ne sais plus si j'ai prévu avec vous qu'on parle des frontières dans ce cours, mais une thèse que je vous avoue bien aimée, c'est de... Vous savez, je faisais allusion tout à l'heure en réponse à Arnaud, je crois, à la question de savoir s'il y a des points en métaphysique. S'il y a des choses qui ne sont pas étendues dans l'espace ou des choses qui ne sont pas étendues dans le temps. En mathématiques, on fait souvent ça. En géométrie, on suppose qu'il y a des points. Et puis vous avez un certain nombre de philosophes, de mathématiciens eux-mêmes, qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que des points? On n'a jamais vu un point. Un point, c'est une abstraction, mais il n'y a pas dans la réalité des points. Il n'y a rien qui n'a pas d'épaisseur dans la réalité. Donc vous avez ce conflit entre ceux qui disent tout a une épaisseur, temporelle ou spatiale, et ceux qui disent, ah non, il y a des choses qui n'ont aucune épaisseur. Et dans ceux qui disent tout a une épaisseur, ils vous disent dessinez-moi quelque chose qui n'a pas d'épaisseur. Puis on verra bien si ça existe. Puis là, vous essayez tout ce que vous voulez. Vous dites ouais, je vais vous dessiner une ligne qui n'a pas d'épaisseur. Regardez celle-là, elle n'a pas d'épaisseur. Puis il va dire si, regardez, elle a toute petite épaisseur. Alors vous appuyez moins fort, ça va être mieux. Il reste quand même une épaisseur ici. Okay. Donc à chaque fois que vous essayez de dessiner quelque chose, il y a une épaisseur. Ici, on parle d'épaisseur spatiale, mais il y a la même question sur l'épaisseur temporelle. Une des réponses qui a été proposée par Brentano, c'est de dire c'est très facile de dessiner quelque chose sans épaisseur. Et en fait, c'est ce que vous venez de faire ici. Supposez que je dessine un rectangle, que je le colorie de manière uniforme. Brentano va vous dire, là, vous avez dessiné au moins 4 lignes qui n'ont aucune épaisseur. Et même, il va dire une infinité. Peu importe. Qu'est-ce que c'est que j'ai dessiné? Quelle est la ligne que j'ai dessinée ici qui n'a pas d'épaisseur? C'est la ligne qui marque la différence entre le blanc et le bleu de mon stylo. Okay. Donc, cette ligne-là, ou cette ligne que j'ai dessinée là, il est d'accord, Brentano, pour dire qu'elle a une épaisseur. Mais regardez bien, entre le bleu qui est là et le blanc qui est là, et de la même façon de l'autre côté, entre le bleu qui est là et le blanc qui est en dessous, il y a bien une différence ici. C'est ça la frontière pour Brentano. Alors, quelle est la thèse de Brentano que je vous ai mis là? C'est de dire, dans ce grand débat entre ceux qui disent tout a une épaisseur et ceux qui disent il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur, Brentano dit à ceux qui disent qu'il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur, il dit oui, vous avez raison, il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur. Mais il ajoute, ces choses qui n'ont pas d'épaisseur, elles sont toujours ontologiquement dépendantes des choses qui ont une épaisseur. Autrement dit, pour avoir une frontière ici, il faut que cette frontière, elle borne quelque chose qui a une certaine couleur. Donc, la frontière là, elle dépend de l'intérieur du volume en question. Okay. De la même façon, la frontière du dessous, elle dépend, mes flèches, elles signifient dépendre ici, de l'intérieur du volume en question. Donc la thèse de Brentano, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur, mais que ces choses, elles n'ont pas d'existence autonome. Elles dépendent de ce qu'elles bornent. Ça paraît dit de manière compliquée, mais pensez juste maintenant à la notion de début et de fin. Okay. Début du cours, ça n'a pas d'épaisseur. La fin du cours, ça n'a pas d'épaisseur.
Mais il ne peut pas y avoir de début d'un cours s'il n'y a pas le cours après. Il ne peut pas y avoir de fin d'un cours s'il n'y a pas eu le cours avant. Ok. Donc l'idée de Brentano, c'est il y a bien des choses qui n'ont pas d'épaisseur, temporelle ou spatiale, il a la même thèse quasiment pour les deux, mais les choses qui n'ont pas d'épaisseur bornent, limitent des choses qui ont une épaisseur. Vous voyez l'idée? Vous n'avez pas des points tout seuls, mais vous avez toujours quelque chose qu'elle limite ou qu'elle borne. C'est pour ça que c'est très facile de dessiner des frontières. Vous en avez partout des frontières en fait. C'est facile de dessiner une ligne sans épaisseur. Vous avez juste pas bien regardé quand j'ai dessiné la première ligne. C'est pas tout. Là en fait j'ai dessiné. J'aurais dû en rester là. Quand j'ai dessiné ça, j'ai dessiné pour Brentano 2 lignes sans épaisseur, une au-dessus puis une en dessous, okay, et pas une seule. Vous voyez l'idée? Je sais pas si j'ai. Ça va? Bien. Donc ça c'est une thèse importante sur les événements instantanés. Qui permet de trouver un peu une intermédiaire entre les deux thèses plus fortes que j'ai mentionnées, ceux qui disent que ça n'existe pas ou pas. Donc une des... je dois quand même vous mentionner ça maintenant. Ces distinctions qu'on est en train de faire, aussi abstraites et inutiles qu'elles vous paraissent peut-être, mais je suis sûr que maintenant non, vous êtes tous absolument convaincus de la fécondité de tout ça, elles sont en réalité très utilisées aujourd'hui dans les sciences, pour essayer de faire de l'ordre dans les différentes données qui sont produites. Donc, certains d'entre vous ici, mais je crois qu'il n'y a que vous, Lucie. Vous aviez suivi, Lucie, le séminaire sur ontologie formelle. Ouais, vous étiez avec les... Il y avait quelqu'un d'autre ou pas dans ce séminaire? Non. Un des grands projets aujourd'hui dans les sciences et qui dépasse largement la philosophie, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la quantité de données qui est produite à chaque instant dans le monde soit exploitable. Vous avez maintenant, entre le début de ma phrase et la fin de ma phrase, vous avez plein de données qui sont produites par des hommes, par des machines, etc. Des données sur le monde, sur l'état de l'économie, des animaux, etc., des astres, sans arrêt, on en produit. Okay. Ces données-là, il faut qu'on puisse les exploiter. Comment est-ce que vous pouvez les exploiter? Il y a tout un domaine de recherche qui s'est développé, qu'on appelle l'ontologie formelle, qui cherche à catégoriser, à donner des catégories générales et de plus en plus spécifiques pour qu'on puisse ranger ces données et les exploiter. Une des ontologies les plus influentes aujourd'hui, peut-être la plus influente, c'est qui a été produite par un philosophe aristotélicien, brentanien, qui s'appelle Barry Smith, qui est venu de temps en temps ici, puis qui repassera peut-être au second semestre. C'est ce qu'on appelle l'ontologie formelle fondamentale, Basic Formal Ontology. Je vais vous montrer comment le schéma dans un instant. Et cette ontologie, elle repose fondamentalement sur toutes les distinctions qu'on est en train de discuter ici, notamment la distinction occurrent-continuant, mais elle introduit aussi les notions de frontières, etc., etc. Et elle a utilisé aussi bien, j'arrive tout de suite, elle a utilisé très largement, c'est pas juste une lubie de philosophe, par des gens qui font de la recherche en aérospatiale, par des biologistes, par des physiciens, par des gens qui font des processus industriels, etc. Donc si vous avez un doute sur vos débouchés possibles en tant que philosophe, réjouissez-vous, vous avez un domaine au moins, il y en a d'autres, mais il y a un domaine très clair en métaphysique qui est en train de connaître un véritable boom, c'est le domaine des ontologies. Si vous cherchez dans les recherches d'emploi en Amérique du Nord, en Europe, en anglais, vous mettez ontologie, vous verrez qu'on cherche partout maintenant des ontologues, ontologistes, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc là, vous avez les prémices de ça. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pourrez suivre le séminaire dédié à ça l'année prochaine. Oui. Vous pouvez juste répéter le nom de la personne que vous avez cité? Barry Smith. Smith, c'est très... qui est à Buffalo. Il y a plusieurs Barry Smith, mais c'est celui de Buffalo. Bien. Alors ça, c'est un exemple tiré d'un philosophe qui utilise cette ontologie. Et vous voyez que ça, c'est la forme d'un processus. Okay. Donc un processus, il est étendu dans le temps. Tout ça, c'est le processus. Ça, c'est une partie d'un processus. Hein, c'est le milieu du cours, par exemple. Et puis cette partie de processus, elle est délimitée par des frontières. Et vous voyez que ces frontières, c'est des instantanés ici. Elle délimite ce qu'il y a après de ce qu'il y a avant. Donc vous avez des choses étendues dans le temps, et vous avez des choses qui ne sont pas étendues dans le temps, qui marquent les limites entre les choses qui sont étendues dans le temps. Donc il y a des points temporels, mais simplement, ce sont des frontières. Bien, donc si ça c'est correct, on a une... je voudrais pouvoir terminer en vous posant une question pour réfléchir pour la prochaine fois, mais on a encore un quart d'heure, donc c'est bon.
on peut considérer, je vous l'ai déjà annoncé, c'est pas une grande découverte, que ce que Wendler appelle les achèvements, ce ne sont pas des entités qui persistent. Okay. Pourquoi? Parce qu'elles sont instantanées. Vous voyez que dans les entités qui ne persistent pas, vous avez d'un côté les entités abstraites, comme les nombres, mais elles ne persistent pas, ou peut-être Dieu, les propositions, les significations, les idées. Ces entités abstraites-là ne persistent pas parce qu'elles ne sont pas dans le temps. Okay. Mais vous avez des entités abstraites qui ne persistent pas parce qu'elles sont dans le temps, mais qu'elles sont juste instantanées. Okay. Le début, le secours. La fin, le secours. Bien. Alors, les états, maintenant, qui est la chose intéressante peut-être ici. On a vu les événements, maintenant, ils ne persistent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un état? C'est un épisode qui n'a pas de partie temporelle et qui persiste. Okay. Qu'est-ce qui va distinguer... je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui va distinguer un état d'une substance, des continuants qu'on a vus jusqu'à maintenant? Votre ordinateur, c'est une substance. Okay. Un état, c'est la forme de votre ordinateur, c'est votre connaissance du théorème de Thalès, c'est toutes ces choses-là. Si vous deviez faire une distinction entre les deux, comment vous marqueriez la différence? Les deux sont dans le temps. On accepte l'hypothèse selon laquelle les états n'ont pas de partie temporelle. Les états ne sont pas des vers spatio-temporels, contrairement au processus. Comment est-ce que vous marqueriez la différence entre les substances et les états? André? Il me semble que les états, ils sont fongibles. C'est-à-dire que fongibles. Ouais. Il peut y avoir... si j'ai par exemple une bouteille d'eau, il peut y avoir deux fois la même bouteille d'eau. Tandis que s'il y a une connaissance, il peut y avoir deux fois exactement la même connaissance. Donc, un continuum, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule. Une personne, elle est unique. Il me semble que les continuums sont uniques. Ouais. Les états, pas forcément. Une connaissance, elle est la même pour toutes les personnes qui la possèdent. Ok, alors en disant ça, vous trahissez votre affinité envers une thèse qu'on va appeler le réalisme des universaux dans la deuxième moitié du cours. C'est ceux qui disent que les propriétés sont des universaux, donc elles existent pleinement à tout un tas d'endroits. Okay, donc le blanc de votre chemise, il existe dans le blanc, c'est le même blanc, si elle est blanche, votre chemise, je suis daltonien. Rose, qui c'est qu'une chemise rose? Alors le blanc de la chemise de Vladimir, c'est exactement le même blanc que votre sweatshirt. Okay. Exactement le même. Il n'y a qu'un seul blanc qui est pleinement là et pleinement là. Ça, c'est ce que vous voulez dire. On peut dire ça. Mais si vous dites ça, vous allez avoir ceux qui défendent ce qu'on va appeler des tropes. Pardon pour encore un morceau de jargon, les métaphysiciens aiment bien. Ça leur donne l'air sérieux, mais c'est pas le jargon qui compte, c'est l'idée qui est derrière. Il y a ceux qui disent non, en fait, c'est juste deux blancs qui sont qualitativement identiques, mais en fait, il y a bien deux blancs. Il y a le blanc de votre sweatshirt et le blanc de la chemise de Vladimir. Il y en a deux. Okay. Donc, si on veut laisser la place à cette thèse-là, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc, on n'a pas encore notre réponse à la question. Qu'est-ce qui peut distinguer les états des substances? Marine? Est-ce qu'on pourrait dire que les états, c'est des modes de la substance? Que c'est la substance qui a un certain état? Oui, c'est très bien. On a envie de dire que les états, même s'ils n'ont pas de partie temporelle, ils ont besoin d'une substance pour exister. Alors, mode, c'est l'expression qui est plus à la mode. C'était l'expression de Spinoza. Maintenant, on utilise beaucoup, et pour des raisons par ailleurs, mais on utilise beaucoup la notion de dépendance. En tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait en ontologie, ce que fait BFO, Basic Formal Ontology. Et alors, pardon, je vous pose la question, mais ce n'est pas la réponse qui apparaît ici. La réponse, elle apparaît ici. Je vais revenir. Donc, l'idée, c'est que les continuums qu'on a rencontrés jusqu'ici, c'était des substances. Comment est-ce qu'on définit une substance? Une définition classique que vous avez chez Descartes, c'est de dire qu'une substance, c'est quelque chose qui est existentiellement indépendant. Ça peut exister sans les autres choses. Okay. Et on va dire à l'inverse que les continuants sont des choses qui sont existentiellement dépendants. Okay. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'amour de Julie pour Paul si Julie n'est pas là. Okay. Donc, l'amour de Julie pour Paul, il est dépendant de Julie. Est-ce qu'il est dépendant de Paul? C'est une question. Peut-être que Paul n'existe que dans les rêves de Julie, peut-être qu'il est mort. Ça, c'est un autre problème.
mais en tout cas, pour que Julie aime Paul, il faut que Julie existe. Et de la même façon, pour tous les états dont on a pensé, la connaissance que vous avez du théorème de Thalès, elle dépend de vous, okay, si vous n'êtes pas là. Donc la différence, l'idée ici, c'est qu'on distingue deux types de continuants. Vous avez les continuants dépendants et les continuants indépendants. Donc les choses qui persistent dans le temps, autrement dit, parmi toutes les choses qui persistent dans le temps sans avoir de partie temporelle, vous avez celles qui peuvent exister seules, qui sont existentiellement indépendantes, et vous avez celles qui ne peuvent pas exister seules. D'accord ? Donc ces états, ce sont des endurants ici. Ce sont simplement des endurants dépendants. Ça, c'est l'idée. Et puis, je voulais juste vous montrer, ça, je ne vais pas le faire. Ça, c'est la représentation de base de cette ontologie formelle fondamentale que je vous mentionnais, donc qui est très employée aujourd'hui. Tout en haut de cet arbre, on utilise la notion d'entité, qui est la chose la plus générale. Et vous voyez que la première distinction qu'on fait ici, ce sont les occurrents et les continuants. Et puis après, on distingue tout un tas de choses. Vous avez différents types de dépendance, vous avez les frontières, vous avez les qualités, vous avez les dispositions. Je n'entre pas dans les détails de ça. Mais juste pour vous, peut-être juste vous convaincre de l'utilité de faire ça, c'est qu'une fois que vous avez ça, et ben vous pouvez brancher tout un tas de données dans cette ontologie qui est de très haut niveau. Après, vous devez faire des ontologies plus spécifiques si vous vous intéressez à un domaine particulier. Mais la distinction, encore une fois, continuant-occurrent, elle est très utile, juste si vous voulez faire une ontologie de la physique ou de la biologie ou des navettes spatiales. Barry Smith, il a bâti une partie de sa réputation et de sa fortune en faisant des classements pour la NASA et les voyages dans l'espace en utilisant ce type d'ontologie. Bien, je passe ça maintenant. Oh, pardon, j'ai raté François Hollande, ça ne va pas. Et je voudrais venir pour terminer ce cours aujourd'hui. J'ai été plus vite que d'habitude, c'est bien. Ou peut-être c'est pas bien, justement. Est-ce que je vous ai complètement perdu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... des questions qui vous brûlent les lèvres ou des choses qui vous font froncer les sourcils, que vous avez entendu répéter 10 fois, que vous n'avez toujours pas comprises? Vous avez le droit de poser la question maintenant. Oui. Par rapport à ce que tu avais dit, parce que juste avant, j'ai pas bien compris. Donc les états sont les endroits dépendants. Oui. Et les continuants peuvent être dépendants ou indépendants. Oui, donc dans les continuants, parmi les choses qui persistent à travers le temps et qui n'ont pas de partie temporelle, vous avez deux sous-catégories. Vous avez les continuants indépendants, ça c'est vous, c'est moi, c'est les lapins, et vous avez les continuants indépendants. Ça c'est votre connaissance du théorème de Thalès, c'est la température du lapin, c'est mon amour pour Julie, etc. D'accord ? Donc à chaque fois, il y a des choses qui n'ont pas de partie temporelle, mais on a tendance, pourquoi j'insiste un peu là-dessus, et c'est peut-être la source de votre question, c'est qu'on a tendance à se dire, si ça n'a pas de partie temporelle et que ça persiste, c'est un processus. Mais non, la chose intéressante dans cette distinction-là, dans cette notion d'état, c'est que ces états, comme les processus, ils dépendent des substances. On peut penser que grandir, courir, etc., qui sont des processus, ça dépend des substances qui participent à ça. Pour que Julie court, il faut qu'il y ait Julie. Okay, donc ils partagent cette dépendance avec les processus. Mais ils ne sont pas des processus parce que les états, ils n'ont pas de partie temporelle. Si on accepte le test de Wendler d'être en train de savoir, c'est très bizarre. Vous voyez l'idée ? Hein ? Autre question ? Alors, un dilemme maintenant, enfin, c'est pas un dilemme, c'est une question qui devrait vous empêcher de dormir toute la semaine qui vient, et je compte sur vos réponses à venir. Est-ce que le changement est possible ? Eh bien, vous avez un certain nombre de philosophes, parfois très vieux, qui pensent que ce n'est pas possible, et notamment sur la base de ce qu'on a vu. Est-ce que vous devez savoir qui est le philosophe qui pense que le changement n'est pas possible? Oui. Parménide. Hein, Parménide, lui, il pense qu'il n'y a rien qui change. Et là, je vais vous présenter un argument parménidien, en quelque sorte. C'est difficile de savoir les thèses de Parménide parce qu'on n'a que des fragments un peu épars, mais voici le changement
l'argument sur lequel je voudrais vous laisser réfléchir cette semaine. Première prémisse, Julie reste numériquement la même à travers le temps. Ça, on a admis ça. On a dit, pour persister à travers le temps, il faut rester la même chose numériquement à travers le temps. Vous êtes, chacun d'entre vous, la même personne numériquement que vous étiez la semaine dernière, à la rentrée, l'année dernière, et que vous serez la semaine prochaine. Deuxième prémisse, si Julie, à un certain moment, est identique à Julie à un moment suivant, alors Julie au premier moment et Julie au deuxième moment doivent partager toutes leurs propriétés. Et pourquoi c'est ça? Parce qu'on a accepté le principe d'indiscernabilité des identiques. Si deux choses sont identiques, si X et Y sont identiques, alors forcément ils partagent toutes leurs propriétés. Et souvenez-vous que ce principe, ce n'est pas le principe converse de Leibniz, qui est plus controversé, ça paraît très difficile de le rejeter. Bien. Donc Julie reste la même à travers le temps. Deuxième si Julie reste numériquement la même à travers le temps, alors elle doit partager toutes ses propriétés à chacun des instants de son existence. Puis vous voyez venir maintenant le problème. Changer entre deux instants, ça implique d'avoir des propriétés différentes entre ces deux instants. Plus précisément, changer entre T1 et T2 implique d'avoir à T1 des propriétés que l'on n'a pas à T2, ou de ne pas avoir à T1 des propriétés que l'on a à T2. Et donc la conclusion de ce bel argument, c'est que vous ne pouvez pas changer, que Julie ne peut pas changer. Mais évidemment, si Julie ne peut pas changer, vous non plus. Hein, avec le problème. Donc, notre intuition, c'est qu'on change tout le temps. Okay. Depuis un mois, vous avez connu tout un tas de changements. Un des changements les plus magnifiques que vous avez connus dans votre vie, c'est que dorénavant, vous comprenez la distinction entre les continuants et les occurrents. Grand changement. Okay. Vous n'aviez pas cette capacité avant. Maintenant, vous avez. Donc, vous avez gagné cette propriété. L'argument nous dit, vous ne pouvez pas être la même personne qui maintenant comprenez cette distinction que vous étiez avant. Pourquoi? Parce que vous, maintenant qui connaissez cette distinction, vous n'êtes pas qualitativement identique à vous avant qui ne connaissiez pas cette distinction. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes. Donc on a Maureen qu'on a ici dans la classe, c'est pas la même Maureen qu'on avait il y a 3 semaines. Vladimir, c'est pas le même Vladimir non plus. Numériquement, on est chacun des personnes différentes. Donc on ne peut pas changer. Donc qu'est-ce qui se passe si l'argument marche? C'est que à chaque fois que vous changez, à chaque fois que vous perdez un cheveu, que vous gagnez une connaissance, que vous gagnez, que vous perdez une propriété, vous cessez d'exister, puis c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc je peux vous détruire et vous faire exister très facilement. Il suffit que je vous apprenne une nouvelle chose, ce que j'ai fait là, pour avoir détruit l'ancien vous, puis créer un nouveau vous. Donc ça, c'est le dilemme sur lequel vous devez vous casser la tête, ne pas dormir jusqu'à la semaine prochaine. D'accord? C'est le problème de l'impossibilité du changement. Je répète, et puis on a le temps de discuter 2 minutes. Première prémisse. Il semble, j'ai pris Julie, mais c'est pareil pour tout le monde, et c'est pareil, pas simplement pour les personnes, c'est pas juste un problème d'identité personnelle, mais ça concerne aussi les objets, les substances, les pierres, les arbres. Il semble que certaines choses restent les mêmes numériquement à travers le temps. C'est pas juste qu'elles ressemblent à ce qu'elles étaient avant, c'est toujours la même chose. Okay, c'est le même arbre qui est là dans la cour que celui qu'on a vu la semaine dernière. Deuxièmement, deuxième prémisse, on a vu que notre principe d'indiscernabilité des identiques nous disait que si X est identique à Y, alors X et Y ont toutes leurs propriétés en commun. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas identiques. Troisième prémisse, changer, ça implique de ne pas avoir les mêmes propriétés en commun, sinon vous ne changez pas, vous restez parfaitement le même. Donc on conclut qu'on ne peut pas changer. Okay. Ça, c'est l'argument. Est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion si on ne veut pas de la conclusion? Je pars du principe qu'on ne veut pas de la conclusion, qu'il y a un problème dans notre histoire ici. Ou est-ce que vous êtes tous convaincus qu'on ne peut pas changer? J'espère pas, sinon vous n'allez pas revenir. Ouais, ça n'a pas tellement d'intérêt de suivre des études si on pense qu'on ne veut pas changer. Ouais. Si on prend notre corps, nos cellules meurent à chaque instant, si on régénère, etc., on change. Ouais. Mais ce qui fait qu'on reste, ça peut être quelque chose de très arbitraire, comme l'âme,
ou un truc que je ne sais pas définir. Ok. Donc il y a une chose chez nous qui ne change pas, c'est l'âme, puis tout le reste, ça change. Ok. Ça, c'est une piste de réflexion qu'on va creuser. Essayez d'identifier une des choses qui ne va pas changer. Est-ce que vous avez d'autres pistes possibles pour rendre compte de ça? Il y a une piste esquissée tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit ça, sur la définition du changement. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que André a dit par rapport à la statue qui est à la fois un bloc et une statue? Parce que la composition ne change pas, mais c'est quand même pas le même objet. Oui, alors, On va aller dans l'autre sens. en fait, ben, ça va plutôt en fait dans le même sens que ce que disait Vladimir aujourd'hui. C'est que vous allez à l'instant. C'est que vous pouvez distinguer dans chaque chose un aspect qui ne va pas changer. Ok. Vous pouvez l'appeler son âme, vous pouvez l'appeler sa matière, la matière de la statue, puis le reste, on va dire, ça va changer. Mais c'est le même marbre qui constitue la statue, donc vous pouvez dire dans ce sens-là, il y a un truc qui reste. Il y a d'autres choses qui changent, mais il y a un truc, un noyau, que vous le localisiez dans l'âme, dans quelques matières, peu importe quoi, mais il y a un aspect de la chose qui ne va pas changer, puis c'est des propriétés accidentelles qui vont changer. Donc c'est la même structure de réponse, si vous voulez. Et vous avez une autre structure de réponse, je pense que c'est vous qui disiez ça tout à l'heure, c'est de dire, qui c'est qui disait tout à l'heure, on pourrait définir le changement autrement? C'était vous, André? Parce que là, c'est une autre solution, c'est de dire... c'est de renoncer à la première prémisse et de dire que c'est pas vrai qu'on reste numériquement le même à travers le temps. Okay. C'est de dire ce qui fait qu'on est le même, pour qu'il y ait un changement, le paradoxe au fond, il vient du fait que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on reste le même et qu'on soit plus le même, pour dire les choses de manière très directe. C'est en gros autour de quoi on tourne ici. La réponse qu'on peut proposer, c'est de dire, mais en fait, c'est pas vraiment vrai qu'on reste le même. Et d'essayer d'avaler la pilule, de dire, ouais, en fait, on n'est pas exactement le même aujourd'hui qu'on était il y a 5 minutes. On n'est plus les mêmes aujourd'hui qu'on était au début de ce cours quand on ne connaissait pas la distinction entre occurrent et continuant. Et donc renoncer à l'identité numérique et de dire mais on est quand même suffisamment proche, il y a une forme de continuité entre ce qu'on était au début de ce cours et ce qu'on est maintenant qui fait qu'on n'a pas non plus complètement tourné la page. Donc Maureen, elle a un peu changé parce qu'elle connaît la distinction maintenant, mais il y a quand même plein de choses qui font que ça reste Maureen. C'est pas comme si on avait balayé tout ce qu'il y avait avant pour complètement remplacer, puis essayer de rendre compte de cette continuité-là. Et ça, c'est une approche qui est plutôt humienne, on va voir, tandis que l'approche que suggérait Vladimir et que vous suggériez à l'instant, c'est plutôt une approche aristotélicienne où on dit qu'il y a un noyau qui ne change pas et il y a différentes propriétés qui vont s'accrocher au noyau. Bon, je voulais vous empêcher de dormir, mais je vous ai déjà soufflé la solution, mais on verra ces deux solutions plus en détail la semaine prochaine. Je vous mets tout ça en ligne cet après-midi. N'oubliez pas que pour les questions, vous avez le forum du cours que vous pouvez utiliser amplement. Et je vous souhaite une très bonne semaine.